Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je reçois Annabelle Vermont, directrice artistique de Ressources. Arrière-petite-fille du fondateur, c'était sûrement l'une des personnes les mieux placées pour nous parler de l'histoire de cette société familiale qui propose des peintures et papiers peints, éco-responsables et made in France, qui font l'unanimité auprès des particuliers comme des professionnels. Alors entre tradition et modernité, savoir-faire et innovation, nous allons parler couleurs, le sujet préféré des Français en déco, motifs et collections. Bonjour Annabelle. Bonjour Hortense. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Ressources ? C'est une marque française, je viens de le dire, mais alors je ne sais pas du tout qui l'a créée, à quelle époque, qui, quoi, où, comment. Alors Ressources, c'est une longue histoire, c'est une histoire familiale. L'histoire a commencé en 1946 lorsque mon arrière-grand-père a commencé la commercialisation d'ocre, puisque la famille se situe dans la région d'Avignon et à côté il y a les carrières du Roussillon, de Rustrel, d'ocre. Et puis après, mon grand-père André Chauvin a continué l'histoire de l'entreprise en la faisant grossir et en rebaptisant la petite entreprise Blancolor. Donc il s'agissait de peintures pour les professionnels avec une petite gamme décorative. Et puis mon oncle Daniel, à l'issue de ses études, a également rejoint l'entreprise familiale et l'a fait évoluer également, notamment avec un de ses amis qui s'appelle Patrice de Ramel, et ils ont eu l'idée de créer Ressources en 1998. 1998 ou 1946 ? Quelle est la différence entre les deux dates ? Alors, 1946, c'est la première entreprise, le socle. Et 1998, sur l'appui de l'entreprise familiale Blancolor, s'est construit Ressources. Alors, on va en reparler tout à l'heure. Là, je vais juste vous demander, vous êtes DA de la marque. Oui. Donc, quel est votre métier ? Vous faites quoi concrètement ? Alors, DA, directrice artistique. Chez Ressources, ça demande beaucoup de polyvalence. Je touche à tout ce qui est créatif dans l'entreprise. Donc, le plus gros travail, disons le cœur de mon métier, c'est la création et le développement des nouvelles collections. Donc, ça va être des nouvelles collections de peinture, mais aussi depuis 3 ans de papier peint. Ensuite, c'est tout ce qui va toucher à l'image de marque, donc la création de photos au travers de shooting photos, la création de brochures, d'outils, également la recherche de créatifs avec qui on aimerait collaborer. Voilà, ça va être essentiellement ça. Alors, quel a été votre parcours avant d'entrer chez Ressources ? À quel moment vous êtes arrivée ? Parce que justement, vous êtes la petite fille du fondateur, l'arrière-petite-fille, ouais. Qui vous a demandé et à quel moment ? Mon histoire avec Ressources remonte même au-delà de Ressources avec Blancolor, du temps où Blancolor nous appartenait encore, puisqu'entre-temps, on a revendu cette partie-là pour se focaliser sur notre petit bijou Ressources. Donc à l'issue de mes études, parce que j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, on m'a proposé de travailler pour Blancolor pour créer un nouveau concept d'aménagement des magasins de distribution. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, je suis partie vers d'autres aventures pour rejoindre Ressources il y a 3 ans. Et alors, je crois que Pauline Chauvin, qui est à la tête du coup de Ressources, Exactement. C'est votre sœur, votre cousine, votre mère ? C'est ma cousine, mais c'est comme une sœur, on est très proches, on a quasiment le même âge. Et en effet, Pauline est devenue présidente directrice de l'entreprise il y a 1 an. Elle a pris la relève de son père et on travaille en binôme, on s'entend très bien, on s'entend vraiment très bien. Et vous saviez que vous intégreriez la firme familiale un jour ou l'autre ? Pas forcément, je me suis jamais arrêtée sur ça ou mise en tête que j'allais intégrer l'entreprise. Ça s'est fait de manière assez naturelle et surprenante, notamment avec le développement du pôle papier peint chez Ressources. Pourquoi ? Donc comme je vous ai dit, je suis de formation architecte d'intérieur, mais ce qui me passionne depuis toujours et que j'avais notamment abordé quand j'avais commencé à faire des études de stylisme et de modélisme, c'est la création d'imprimés de motifs. Et avant de rentrer chez Ressources il y a 3 ans, j'avais décidé de faire ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire créer des motifs, dessiner. Donc j'ai pris plusieurs mois pour ne faire que ça, être libérée de toute contrainte.
Et à l'issue de cette année de recherche, d'expérimentation, j'ai créé une série de motifs que j'ai proposés à Ressources, que j'ai montré à ma cousine, à ma famille, aux gens qui travaillaient là-bas. Il y a eu un très bon retour et il s'est trouvé que ça faisait des années que Ressources voulait développer sa première collection de papier peint. Donc ça a commencé comme ça, de manière assez naturelle. D'accord. Et être l'arrière-petite-fille, justement, ça vous a mis à l'aise ou ça vous a mis la pression? Non, ça ne me met pas la pression, au contraire, ça me met plutôt à l'aise, puisque en plus de cela, on est quand même plusieurs de la famille à travailler pour l'entreprise. Et les différentes personnes de l'équipe sont des gens que je connais depuis mon adolescence ou même depuis mon enfance, donc je me sens assez à l'aise. Alors, on va parler peinture, le grand sujet, et c'est ce que propose votre marque. Ma première question, comment on crée une peinture? Quelle est la technique? Je crois qu'avant, c'était créé à partir de ressources naturelles. Je sais pas, j'avais lu avec de l'herbe, des fleurs, etc. Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des formules? Enfin, expliquez-nous ce qu'est une peinture. Alors, en effet, auparavant, la peinture était formulée à partir d'ingrédients naturels, comme vous le disiez bien, des minéraux, des plantes, des ocres, de la chaux, mais ça pouvait être aussi avec des blancs d'œufs pour faire le liant. Et les choses ont beaucoup évolué après la Seconde Guerre mondiale. En fait, les Américains ont mis au point des colorants et des pigments de synthèse. Donc ça a fait également évoluer la technique de la peinture. Donc aujourd'hui, on travaille avec des matériaux modernes et également des machines bien spécifiques. Nous, chez Ressources, on a la chance d'avoir notre propre fabrique à Avignon, donc dans le sud de la France, et on a la maîtrise de tout, de A à Z. Donc pour la fabrication de la peinture, ça se situe dans des cuves, on a des grandes cuves, et il s'agit de mélanger différents ingrédients. Il y a 4 ingrédients de base qui évoluent en fonction du type de peinture, parce qu'il y a différents types de peintures. Il y a des peintures solvantées, des peintures à l'eau. Nous, on est plutôt spécialisés dans les peintures à l'eau, qui sont d'ailleurs éco-responsables, puisqu'il n'y a pas de solvant à l'intérieur, et donc beaucoup plus respectueuses pour l'environnement, mais aussi pour les habitats. Alors, pour rentrer dans le détail de la composition d'une peinture, il y a 4 éléments de base. Il y a la matière, donc il s'agit de poudre. En l'occurrence, chez nous, ce sont des poudres acryliques. Ensuite, il y a la coloration qui se fait au travers de pigments ou alors de charges pour intensifier la blancheur de la couleur également. Et puis, il y a le diluant. C'est ce qui permet de lier tous ces ingrédients. Chez nous, c'est l'eau. C'est plus le blanc d'œuf. Non, c'est plus le blanc d'œuf. Et il y a un dernier ingrédient, il s'agit d'additifs, donc il y en a différents types. Ça peut être des parfums, ça peut être également des épaississants pour donner plus de consistance à la peinture. Alors, il y a 50 ans, quelles ont été les premières teintes que vous avez créées? Ah, ça, c'est une bonne question, puisque de nos jours, on a du mal à imaginer comment ça se passait, on oublie rapidement. En fait, à l'époque, c'était essentiellement des couleurs blanches, que l'on peut considérer actuellement comme des bases. Et les artisans allaient dans des quincailleries se fournir en base, en peinture blanche, et ils faisaient leur propre mélange s'ils souhaitaient colorer la peinture avec des ocres, des pigments. Donc il y avait ce côté artisanal et expertise couleur aussi qui venait de l'artisan. Ah d'accord. Et alors aujourd'hui vous avez 19 collections, ce qui fait 775 teintes, si mes comptes sont bons. Pourquoi il y a autant de collections? À quoi elles correspondent? Alors, c'est vrai, on a énormément de collections et c'est ce qui a fait l'histoire de Ressources et sa renommée, puisqu'on a fait appel à des créateurs pointus dans différents milieux. Donc ça peut être des designers, ça peut être des stylistes comme Ben Simon, des décorateurs comme Sarah Lavoine, des modistes comme Philippe Model. Et ces collections fonctionnent par thématique, c'est-à-dire que chaque collection donne un nouvel univers coloré à découvrir. Et ce que j'aimerais vous dire, parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est Patrice de Ramel, donc l'ancien directeur artistique de Ressources, a souhaité redonner ses lettres de noblesse à la peinture en faisant appel à un archéologue de la couleur britannique qui s'appelle Patrick Beattie.
et qui a créé les collections de base, le fondement chez Ressources, donc que l'on appelle les historiques ou les traditionnels, les collections des années 50, des années 60, 70, donc toutes inspirées de courants architecturaux ou artistiques. Je pense notamment aux collections, à la collection historique qui retrace, en fait, c'est un voyage autour de la couleur au travers des époques en reprenant des couleurs sur des poteries chinoises, sur des tapisseries, sur des morceaux de murs que l'on a retrouvés dans des vieux châteaux, des vieilles bâtisses. Donc toutes les couleurs qui ont existé depuis la nuit des temps, on peut les retrouver chez Ressources. Peut-être pas toutes, mais oui, la plupart des couleurs se trouvent chez Ressources, oui. Alors, est-ce que vous avez des couleurs best Alors, ça, c'est une question. Sur les 775 teintes. Oui, forcément, il y a des couleurs qui fonctionnent mieux que d'autres, notamment des couleurs emblématiques. Je pense au bleu de Sarah Lavoine. Il y a des gens, des clients qui rentrent exprès pour cette couleur et ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils n'en dérangeront pas. Et puis nos couleurs douces, claires fonctionnent très bien. Je peux aussi vous citer par exemple la teinte Odyssée qui appartient à la collection Itinéraire qui est un bleu très profond, un bleu magnifique, soutenu qui laisse songeur et rêveur. Mais il y a tellement de teintes que c'est difficile de faire une petite sélection. Oui, j'imagine. Ouais. Et puis ça dépend aussi beaucoup des régions de France et de la saisonnalité. À Paris, les goûts ne sont pas forcément les mêmes qu'en province, ou par exemple à Nice où il y a beaucoup de soleil, les gens vont peut-être être moins frileux de mettre des tons jaunes, des tons orangés. À Paris, on sait que les couleurs assez soutenues et foncées marchent bien. Le gris marche bien à Paris Le gris coloré de bleu et de vert, oui. Alors, à quoi doit-on faire attention au moment du choix? Quels critères on doit étudier quand on vient acheter une peinture? Je pense que le plus important, c'est de bien définir le contexte, donc dans quelle pièce va aller telle teinte, l'esprit que l'on veut donner à sa décoration et ce qu'on attend d'une couleur. Est-ce qu'on souhaite qu'elle soit présente ou plutôt qu'elle laisse place à de beaux éléments de mobilier, à des couleurs sur des tissus, sur un canapé. C'est tout l'environnement qui est important. Oui, c'est tout l'environnement. Il n'y a pas de projet type. On s'adapte vraiment au lieu, mais également au goût du client et à sa personnalité. Il vaut mieux pas arriver avec une couleur en tête. Ah si, il n'y a pas de... En fait, en couleur, il n'y a pas de règle. On peut s'amuser. Je pense que ce qui est vraiment important quand on choisit une couleur ou des couleurs, c'est se faire plaisir. C'est un peu comme quand on va s'acheter une jolie tenue vestimentaire. Eh bien, parfois, on ne va pas forcément sur ses goûts habituels. On se laisse surprendre par une forme ou une couleur. Mais pourquoi c'est si difficile de choisir les couleurs? C'est, je le disais en intro, le sujet favori en décoration. Pourquoi il y a un tel engouement et à la fois un tel stress pour choisir les couleurs? Alors, je pense que l'engouement, c'est parce que c'est un moment qu'on s'accorde, on se fait une surprise. Donc, c'est un côté très excitant. En plus, c'est soit pour donner une nouvelle vie à une pièce, à une décoration, soit au contraire parce qu'on part de zéro. Après, le côté intimidant, eh bien, je pense que c'est un choix qui est important puisque de là va découler toute la décoration et puis les gens n'ont pas envie de se tromper quand même puisqu'après, il y a toute cette mise en œuvre de la peinture. Donc, une fois que c'est choisi. Même si on peut repeindre, c'est un temps fort dans une décoration. Un vêtement, on peut le rendre, alors qu'une fois qu'on a peint son salon, c'est peut-être plus compliqué. Alors, c'est sûr qu'une fois que c'est peint, on ne peut pas ramener le mur au magasin et l'échanger contre un autre, mais on peut quand même repeindre facilement si une couleur ne plaît pas et que l'on s'aperçoit après coup qu'on ne se sent pas bien avec cette couleur. C'est pas très compliqué de repasser 2 couches de peinture par-dessus. Donc, il faut quand même oser, il faut se lancer. Moi, c'est ce que je recommanderais. Après, il ne faut pas non plus se faire violence. Il faut que ça reste assez naturel. Et justement, si on est frileux, quels conseils vous nous donneriez pour qu'on ose, pour qu'on se lance justement? Je conseillerais de commencer par des petites touches de couleur. Ça pourrait être un petit pan de mur avec une couleur que l'on affectionne particulièrement. Ça peut être un soubassement également. Du mobilier, si jamais il y a une couleur que l'on n'ose pas mettre au mur, mais que l'on a envie d'avoir à tout prix dans son intérieur, et pourquoi pas repeindre un tabouret, une table, une commode, voilà. Et est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus faciles que d'autres à marier, à associer, à utiliser?
Je ne pense pas. Je crois que ce qui est important, c'est d'étudier le contexte. En fonction de cela, quand on étale toutes les couleurs sous nos yeux, il y a certaines couleurs qui vont paraître des évidences. Mais tout dépend du contexte et l'association que l'on va faire des peintures. Mais il n'y a pas des associations gagnantes ou à l'inverse des associations qu'il faut surtout pas faire? Je crois... Non, j'ai pas envie de mettre de limite à ça. Ça dépend vraiment du style, du goût, du contexte et du lien que l'on va créer aussi. Je crois que la couleur permet de créer un lien. Par exemple, deux couleurs qui ne... Je sais pas, un rideau et une chaise qui ont des couleurs qui ne sont pas forcément évidentes à assembler. Une peinture peut venir faire le lien et créer une harmonie de couleurs. La notion d'harmonie est importante en fait, puisque il s'agit au travers d'associations de plusieurs teintes de donner un esprit. Et c'est là où ça peut être très intéressant. Après, il y a aussi la notion de proportion de la couleur, c'est-à-dire qu'on peut peindre une pièce d'une seule et même couleur et venir avec des petites touches, des petits liserés pour donner du pétillant, du peps ou adoucir. Il y a des tendances, couleurs. D'où est-ce qu'elles viennent? Sur quoi elles s'appuient? Comment elles sont définies? Par exemple, parfois, il y a même la couleur de l'année. Est-ce que vous validez ces choix? Alors, la couleur de l'année officiellement annoncée par Pantone, je suis à chaque fois très surprise de la teinte qui va sortir gagnante. Nous, à Ressources, on s'affranchit de cette mode-là. On a ce côté intemporel justement avec toutes nos collections et notamment nos couleurs historiques qui permettent de nous renouveler, de passer d'un cycle à un autre. Je pense par exemple en 2018, la couleur de l'année c'était le violet. Alors je n'ai pas trouvé qu'en décoration il y avait une effervescence de couleurs violettes qui ont apparu, mais je pense que ça se fait progressivement. C'est-à-dire qu'on nous l'annonce, mais il faut quand même 1 an, 2 ans, 3 ans pour que ça prenne. Ça va commencer avec des petites touches. On va voir que les bleus vont aller plus vers du rouge, des violets. Par exemple, cette année, c'est la couleur corail qui est à l'honneur. Pareil, c'est vrai qu'en décoration, on voit qu'il y a un travail qui se fait au niveau des teintes terracotta, beaucoup plus solaire, qui s'est amorcé depuis quelques années. Et là, le corail, c'est le paroxysme du orange éclatant qui tire vers le rose. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui sont tendances? Les couleurs tendances, oui, il y en a plein. Il y a toujours les bleus et les verts que l'on côtoie depuis quelques années, mais les gens ne s'en lassent toujours pas. Donc ça va être des bleus, des verts foncés, mais on va revenir à des couleurs un peu plus moyennes. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais nous avons sorti la teinte Yves Klein en collaboration avec les Archives. Et c'est une teinte qu'on a énormément vue dans les magazines ces derniers mois, par petites touches ou bien en se jetant à bras ouverts dans la couleur bleue en all-over dans une pièce. Et le public se tourne facilement quand même vers le gris, le crème, ce que vous appelez les neutres. Oui. Vous avez une palette très importante de neutres, ce qui prouve que vous devez avoir une forte demande. Comment on pimpe un neutre? Avec quoi on associe et à la limite, est-ce que ça peut remplacer le blanc? Le blanc est une couleur qui est importante dans la décoration puisqu'elle permet de faire des respirations. Mais chez Ressources, on aime les blancs qui sont légèrement teintés. Les blancs crus ne nous intéressent pas réellement. Il manque de profondeur et de raffinement. Donc ce que l'on préconise, c'est les blancs, oui, mais des blancs légèrement teintés, nuancés, avec des touches de jaune, de crème, de rose pour adoucir. Puisque quand on associe d'autres couleurs qui sont plus fortes, si on a un blanc qui est trop cru, le lien va moins bien se faire. Il va y avoir une rupture, une cassure, tandis que si le blanc est nuancé, travaillé, plus doux, la décoration va être plus fluide. Alors, je ne vais pas vous demander comment on réussit sa pose de peinture, sinon la conversation va durer 3 heures, mais est-ce que vous auriez 1 ou 2 conseils inéluctables à nous donner? Alors, le conseil principal, c'est la préparation des murs, la préparation des supports qui vont garantir un rendu parfait de la couleur. Et c'est à cela qu'on reconnaît un bon artisan en général. C'est au temps qu'il va prendre, à la minutie qu'il va accorder à la préparation des supports. Donc ça va être le rebouchage des trous, des fissures, le ponçage, choisir l'impression adaptée ou la sous-couche adaptée en fonction de l'état du mur et de la finition qui sera choisie. Ah oui, et j'oubliais, ce qui est très important également quand on applique la peinture, c'est d'avoir du bon matériel, notamment un bon rouleau, puisque ça peut être, c'est capital dans la réussite du chantier. Ah, vous êtes
Historiquement expert en chaux et en enduit, vous en avez parlé au tout début de cette conversation, Oui. mais concrètement, c'est quoi la chaux et l'enduit et on les choisit pour quel effet recherché? Alors la chaux, c'est une peinture extrêmement naturelle et d'ailleurs ça peut être une motivation pour certains clients de s'orienter vers ce type de peinture. La chaux est constituée chez Ressources à 50% de chaux, ce qui est exceptionnel en fait. C'est-à-dire qu'une fois le produit sec, il reste énormément de chaux, contrairement aux chaux des autres marques où on n'en retrouve que 10%. Notre fournisseur d'ailleurs est situé dans le sud de la France et purifie spécialement pour nous la chaux. À l'époque, il y a plusieurs décennies de cela, les effets matiérés étaient vraiment à la mode. Donc c'était des effets marbrés, des stuccés, des chaux, mais par contre compliqués à mettre en œuvre. Il fallait plusieurs passes, 5, 6, 7, 8 passes. Et donc, c'était un produit excessivement cher. Et Blancolor a décidé de rationaliser justement cette technique-là et de simplifier l'application des produits à effet, donc des chaux et des enduits, en se limitant à 2 à 3 passes d'application. Donc c'est cet effet-là qu'on recherche quand on choisit de la chaux? Oui, alors la chaux a un effet texturé, matiéré, avec des nuances. Selon comment on travaille la chaux, on va avoir un rendu plus ou moins mat, satiné, brillant. Et en effet, les clients sont assez friands d'une peinture qui va apporter convivialité et chaleur et qui va rendre un espace plus vivant, avec ses nuances de couleurs. Vous parliez tout à l'heure d'autres marques. Qu'est-ce qui Ouais. vous démarque de vos concurrents? C'est le style, l'histoire, le marketing, ou il y a vraiment des différences dans le produit lui-même? Alors c'est un ensemble de choses, mais je pense que ce qui séduit énormément et ce qui est important pour les gens, c'est de savoir que la peinture est fabriquée en France, de manière à échelle humaine, puisqu'on est une petite entreprise, on est 70 personnes si on considère les conseillers en boutique. Et c'est également l'accent que l'on met dans le développement de nos produits à faire des produits éco-environnementaux qui respectent les normes en vigueur en utilisant, en privilégiant des peintures à base d'eau et en limitant l'utilisation de COV. Après, ce qui a séduit les amateurs de couleurs, le particulier, c'est notre large panel de couleurs et également de pouvoir venir se faire conseiller en magasin, de bénéficier d'un conseil personnalisé, de voir en boutique des couleurs appliquées en grand sur les murs. D'ailleurs, la force de Ressources, lorsque la maison a été créée, c'est de mettre à disposition des clients des formats A4 et également des pagivoles où l'on voit la couleur appliquée en grand format. On a été les précurseurs dans ce domaine. Alors, votre force, ce sont des peintures qui sont aussi belles que techniques, donc c'est-à-dire qu'elles sont appréciées autant par les professionnels que par le grand public. Comment vous faites justement pour arriver à toucher autant les experts que la créativité du grand public? Alors le grand public est attiré par nos couleurs et également les collections créées par différents designers. Et puis les professionnels, eux, sont intéressés par la technique qu'on leur offre au travers de toutes ces finitions, d'un matériel pointu aussi à disposition, mais surtout par rapport à la qualité de notre peinture. C'est-à-dire que notre peinture a un fort pouvoir couvrant et opacifiant et un rendement supérieur à la concurrence. Et une facilité d'application, bien sûr. Pourquoi est-ce que certaines peintures sont plus chères que d'autres? C'est dû à quoi? C'est en raison des ingrédients qui sont de plus ou moins bonne qualité et qui vont permettre plus de couvrance, d'opacité, de tendu, de rendement aussi. Vous avez un savoir-faire qui est ancestral, on en parle, et en même temps, vous êtes une marque, l'une des marques de peinture les plus en vue. Alors comment on réussit ce mariage tradition-modernité? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir notre usine de fabrication nous appartenant permet d'avoir un contrôle et d'avoir la maîtrise sur le produit, du début jusqu'à la fin.
Ça, c'est pour la partie technique et qualitative. Après, pour la partie expérimentale, on a également notre propre laboratoire intégré où on est sans cesse en train de faire des recherches de nouveaux produits, d'améliorer aussi nos produits. Et sur la partie créative, on a la chance de pouvoir collaborer avec des artistes, des designers extrêmement intéressants et qui nourrissent nos projets et notre offre coloristique. Petite parenthèse, parce qu'en vous écoutant parler, vous avez un petit accent, vous venez d'où ? Mais je viens d'Avignon, là où se situe l'entreprise, le siège et l'usine, et également là où est originaire ma famille. Parenthèse refermée. J'ai lu que vous aviez simplifié certaines techniques anciennes, ça veut dire quoi ? C'est ce que je vous disais par rapport à la chaux et aux enduits. Ah, oui. Auparavant, il fallait plusieurs couches pour obtenir un résultat concluant et maintenant, on propose en 2-3 couches d'obtenir un résultat équivalent. Alors, vous êtes une marque éco-responsable, on l'a dit plusieurs fois aussi. Oui. Ça veut dire quoi ? Ce sont donc les produits qui sont à l'eau, c'est ça ? Oui, ce sont des peintures acryliques à base d'eau. Et puis, c'est aussi une production à la demande, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de stock. Tout est fabriqué en fonction de la demande, ce qui permet d'éviter le gaspillage. Ah oui, et quand on vient en magasin, on commande sa peinture et il faut attendre qu'on nous donne les petits pots. Alors voilà, quand on commande la peinture en magasin, généralement, on demande au client de patienter quelques minutes puisque dans le stock, il y a les bases de la peinture auxquelles on va ajouter les colorants. Et donc, ce sont nos coloristes qui prennent les formules adéquates et font le mélange sur place. Voilà, exactement. Vous avez également été labellisée EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Oui. J'imagine que c'est une grande fierté et ça vous a apporté quoi ? Oui, c'est un honneur pour nous puisque c'est un label desservi par le ministère des Finances et de l'Économie et qui valorise toute la transmission de notre savoir-faire depuis des générations. Je sais que ce label nous a été attribué notamment grâce à la technique que l'on a mise en place pour mélanger la peinture. Il s'agit de créer des tourbillons dans les cubes, c'est l'effet vortex. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est créer différentes vitesses dans la dispersion dans la dispersion et dans le mélange des ingrédients pour créer justement une peinture fine et qui crée le tendu une fois la peinture appliquée, tant apprécié des clients et des applicateurs. D'accord. On va parler un tout petit peu des papiers peints parce que c'est vous qui avez créé la première collection de papier peint ressources il y a 3 ans avec Studio Forestine. Oui. Donc ce sont 10 motifs déclinés en plusieurs couleurs. Il n'y avait jamais eu de volonté avant de faire du papier peint ? Ils n'y avaient pas pensé ou il n'y a jamais eu quelque chose qui leur a plu peut-être ? Ils y avaient pensé, mais il fallait trouver la personne avec qui développer cela. Et il s'est trouvé que j'étais force de proposition et très motivée, notamment avec les dessins que j'avais réalisés avant et une fois agrandis dans une échelle importante, rendait extrêmement bien. Et puis, il fallait également créer l'atelier avec des machines spécialisées pour imprimer, pour découper le papier peint. Alors, comment vous avez créé ce motif ? Quel a été le procédé créatif ? Dans la création des motifs, ce qui est important pour moi, c'est le coup de crayon, dessiner à la main et choisir une thématique. Alors moi, c'est la thématique de la nature, des animaux et de la végétation qui m'intéresse énormément et qui m'inspire. Donc c'est trouver une plante inspirante, l'analyser, la dessiner. Une fois le dessin réalisé, le scanner et puis ensuite travailler sur logiciels comme Photoshop, Illustrator pour créer un motif en répétition et ensuite le coloriser. Quel est votre univers à vous ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Là, ça a été la nature pour les papiers peints. Qu'est-ce qui vous nourrit pour faire votre métier créatif ? C'est un ensemble de choses. Tout ce que je vais trouver beau ou intéressant. Je suis très intéressée par l'univers du théâtre et de la scénographie. Je trouve que sur scène, on retrouve des décors exceptionnels que l'on peut transposer à la décoration. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'univers de la photographie également, puisque je trouve que ça donne une lecture, une double lecture en fait, ou une nouvelle perception d'une architecture ou d'une plante. Je pense notamment à Karl Blossfeld, un photographe allemand du 19e siècle, qui photographiait les plantes comme des herbiers,
en donnant à voir une structure incroyable, du relief, de la matière. Et j'adore avoir une appréhension différente, une appréhension nouvelle d'une chose. Par exemple, d'une plante, on va l'écraser dans un herbier, chose que je fais beaucoup. Et bien, on va en avoir une lecture totalement différente. Et cela va permettre de donner, de styliser voilà, une forme, un contour, un détail. Vous avez toujours été créative ou comment on développe sa créativité ? Je crois que j'ai toujours été créative en faisant différentes choses. Quand j'étais petite, j'adorais faire des bijoux. Après, ça a été de la poterie, de la musique également, du dessin. En fait, je viens d'une famille d'artistes, de créateurs. Ma grand-mère, ma mère, mon grand-père était poète. Voilà, je crois que quand on est baigné dedans et qu'on nous donne la possibilité de nous exprimer, en nous donnant certains outils, par exemple des feutres ou en pouvant prendre des leçons de piano, ça ouvre énormément et ça permet de développer ses aptitudes. Alors pour imaginer encore mieux vos journées, on va inventer ensemble une semaine type avec des créneaux. Oui. Par exemple, que faites-vous le lundi à 14h ? Le lundi à 14h, en général, je finis de déjeuner avec ma cousine Pauline, où on aura parlé travail, les projets en cours. Pauline la bosse. Voilà, exactement. Le mardi à 12h. Le mardi à 12h, généralement, je vais faire un tour dans l'atelier papier-peint pour voir comment se passent les impressions, où en sont les commandes. L'atelier papier-peint est à côté de l'atelier peinture, oui, au même endroit. C'est sur le même site. Ouais. Le mercredi à 15h. Mercredi à 15h, je fais le point avec Loïc qui s'occupe de tout l'aspect marketing. Donc, il met au point les brochures, les visuels. Le jeudi à 20h. Le jeudi à 20h, soit je cuisine, parce que j'adore cuisiner, soit je rattrape mon cours de yoga. Que vous avez raté ? La veille, ouais. Le vendredi à 11h. À 11h, eh bien, en ce moment, par exemple, nous sommes en train de développer la nouvelle collection de papier peint. Donc, je m'accorde du temps pour finaliser et ajuster les motifs. Voilà. Chez vous, il y a du papier peint ? Oui, il y a du papier peint dans ma cuisine, de la collection Forestine, mon papier peint préféré qui s'appelle Paradis Caché, composé d'oiseaux et de branchages. Quel est votre style déco, votre intérieur justement ? J'ai pas vraiment de style décoratif précis. Chez moi, c'est un mélange d'ancien et de nouveau, puisque j'habite dans un centre historique où les appartements sont en pierre et avec les poutres apparentes. Et je mélange à cela des couleurs. J'ai des beaux carreaux de ciment centenaires auxquels j'ai associé la couleur écorce de Sarah Lavoine pour peindre ma mezzanine. À quel âge vous avez trouvé votre style déco ? C'est venu au fur et à mesure des années ? Oui, au fur et à mesure des années, des inspirations, des découvertes. Ce n'est pas du tout figé, ça évolue sans cesse. Quelle est la pièce que vous préférez ? J'adore ma cuisine, j'y passe énormément de temps puisque j'adore cuisiner, recevoir mes amis, être assis confortablement sur des canapés. Donc j'ai une table avec des fauteuils, des canapés, c'est très convivial. Vous changez souvent votre déco ? Eh bien, en fait, je ne suis pas restée plus de 2 ans dans un même espace. Donc oui, quelque part, je change facilement et souvent de décoration. Mais j'aspire à me poser plus longuement quelque part. Quel est votre dernier achat déco ? Une belle banquette d'une designer qui s'appelle Marina Bottier. Qui est placée C'est chez moi, dans quelle pièce ? Ouais. C'est dans mon salon. C'est une banquette-lit dans mon salon. Et l'achat le plus fou que vous ayez fait ? J'ai craqué sur un miroir chez un brocanteur parisien. En soi, le prix n'était pas démentiel, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais capable de faire des folies. J'étais prête à tout pour l'avoir. Voilà. Et celui que vous regrettez ? Non, je ne regrette pas d'achat. Et celui dont vous rêvez ? En fait, je rêve pour mon futur chez moi de pouvoir réaliser du mobilier sur mesure. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des figures de la déco ou du design que vous admirez ? Oui, plusieurs en architecture d'intérieur et en décoration.
J'adore le travail de Dorothée Mellingson. Sa manière d'associer les matières, les textures, les formes, son souci du détail m'inspire beaucoup. J'adore. Et sinon, j'aime beaucoup le travail d'une décoratrice lyonnaise qui s'appelle Claude Cartier. Pareil, qui a un goût aiguisé pour la couleur, qui travaille des hauteurs de ton assez foncées et moyennes. C'est très beau. Donc là, on est à l'hôtel Panache qui a été imaginé par Dorothée Mellingson. Vous aimez la chambre dans laquelle on est ? J'aime beaucoup le bleu moyen associé à la moquette avec des motifs géométriques. J'adore. Vous avez un métier créatif, on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez avec de la musique, des podcasts, rien, en silence ? Alors, quand je travaille en équipe, c'est plutôt calme. Par contre, quand je travaille sur mes créations de motifs, j'adore être bercée par de la musique. J'adore un artiste qui s'appelle Nils Fram, qui est un pianiste et qui fait de la musique électronique. Et sinon, quand je suis en déplacement, que je prends le train, j'adore écouter des podcasts. Si vous deviez partir habiter dans une cabane à l'autre bout du monde, quel serait le meuble ou objet déco que vous emporteriez ? Un piano, je pense. Ah oui. Oui. On va terminer avec les questions à What Mill. Oui. Question toute simple. Question à 2 €. Quelle est votre couleur préférée ? Le bleu. Question à 1 500 €. Le prix d'une thalasso pendant 4 jours. Votre marque s'appelle Ressources. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se ressourcer ? D'aller dans la nature et de se balader. Je vous ai pas demandé d'ailleurs pourquoi pourquoi la marque s'appelle Ressources. Alors Ressources, c'est mon oncle, donc Daniel et Patrice de Ramel, qui l'ont baptisé ainsi, puisque selon eux, la peinture est la ressource de la décoration et permet d'embellir un lieu et de s'y sentir bien. Question à 60 €. Le prix d'une paire de boucles d'oreilles que l'on pourrait offrir à sa maman pour la fête des mères qui arrive bientôt. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu « Non, on met pas du bleu avec du vert, on met pas du rose avec du rouge, on met pas du noir avec du marine ». Est-ce que vous pouvez dire à ma mère qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible de faire ce type d'association ? Totalement. Il faut s'affranchir des codes ou des préjugés. Il faut essayer. Merci beaucoup Annabelle. Avec plaisir. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.